Et salut à tous, c'est Tignan et bienvenue dans cette analyse du film Avengers Endgame. Celle-ci s'appuiera sur les 5 phases du deuil, chaque phase correspondant en fait à un passage du film et surtout à un héros. On commence immédiatement par le déni, Iron Man. Le film commence par ce qui pourrait être en fait une scène post-générique du film Avengers Infinity War, puisque on découvre la famille Barton avec donc Hawkeye, Clint Barton, ses 3 enfants et sa femme qui sont en train de faire un pique-nique et s'ensuit donc le snap, le claquement de doigts de Thanos et pour le coup, Clint se retrouve seul et on sent bien la détresse vraiment du personnage. On sent que, voilà, il va en chier lui, hein, surtout si vous connaissez les comics, on sait ce qui l'attend. S'ensuit, et bien donc la scène, qu'on a partiellement tous vue, hein, dans la bande annonce puisque c'est la scène, d'Iron Man donc Tony Stark dans le vaisseau avec Nebula, le vaisseau des Gardiens de la Galaxie et pour le coup, il est donc en train de faire, dans un premier temps un petit jeu. Il explique dans un message à Pepper Potts que, déjà il souhaite qu'elle n'ait pas disparu, hein, et qu'elle découvre son message, que, ça fait 22 jours qu'ils sont à la dérive et surtout qu'il va sans doute mourir dans la nuit puisqu'il n'aura pas d'oxygène d'ici demain matin. Là, on rentre dans le premier élément de déni. Alors ce n'est pas le plus flagrant, mais en fait, il explique que, malgré le fait qu'il ait une peur, heu, viscérale du vide absolu qui se trouve autour de lui et qu'il est à plus d'un milliard d'années-lumière de, du premier cheeseburger, même si voilà, même s'il souffre de tout ça, heu, il ne le craint pas. Il ne craint pas de mourir parce que, il a Pepper dans la tête. Il ne pense qu'à elle, il n'y a qu'elle. Donc c'est pas qu'il affronte la mort, mais c'est qu'il essaye de l'éviter, voilà, de l'éviter dans son esprit. Même si elle est inéluctable, il, heu, il la rejette grâce aux bons souvenirs qui sont liés à Pepper. Sauf que arrive Captain Marvel qui, sans doute, lié à la scène post-générique de son propre film, heu, s'est fait envoyer dans la zone et a réussi à trouver, Tony Stark qui était donc à la dérive, ainsi que Nebula, hein, qui était à la dérive. On a une petite scène sur Terre où on voit Captain America ainsi que, Black Widow et puis d'autres et on entend le vaisseau atterrir. Donc tout le monde s'empresse, principalement Captain America. Iron Man descend. Premier élément, il s'excuse parce qu'il n'a pas sauvé le petit étant Peter Parker. Donc on sent là le poids vraiment. C'est pas: «J'ai pas réussi à sauver le monde, j'ai pas réussi à sauver Peter Parker». On sent vraiment l'importance. C'est comme son fils, ce n'est pas que, qu'un apprenti, un futur non, c'était ce qu'il n'a pas eu avec Pepper. C'était, le plus proche de ce qu'il pouvait considérer comme un enfant. Donc vraiment le poids de la culpabilité qui est sur son dos et quand il dit: «Je n'ai pas pu sauver le petit», Captain America lui répond: «On a perdu Tony». Et c'est là où on va rentrer en fait dans la vraie phase de déni. Bon, il y a le passage où, il demande, si Pepper, et en fait Pepper arrive, si Pepper est morte et en fait Pepper arrive, ils se prennent dans les bras et on fait une petite ellipse de à peu près 2 heures, hein, le temps qu'il se fasse, transfuser puisqu'on a par contre un vrai travail, c'est que, heu, on voit vraiment qu'il est amaigri, on voit vraiment qu'il est affaibli. On Bien sûr, il y a l'armure, donc ça aide, il n'a pas besoin d'avoir des muscles mais on a toujours eu un Tony Stark, flamboyant. Là, pas du tout. Donc effectivement, il a passé, 22 jours dans l'espace, 23 si on compte le dernier trajet. Mais voilà, c'était vraiment de voir Tony Stark dans cet état-là, dévasté, tant psychologiquement que physiquement, qui était très important et justement le psychologiquement arrive puisque lorsqu'ils font un petit débrief et que, Captain America demande à Tony Stark s'il a une idée d'où se trouve Thanos, Tony Stark pète les plombs.
Tony Stark pète les plombs et traite Iron Man traite Captain America de menteur, hem, d'hypocrite, heu et s'en prend, voilà, il ne se remet plus en cause. Pour lui, ce n'est plus son erreur. Pour lui, l'erreur, c'est de ne pas avoir été tous ensemble et sur cette phase-là, il est important de signaler que, justement, Iron Man, Tony Stark, est dans le déni, puisque c'est lui qui a pris la décision de partir sur ce vaisseau. Il aurait pu décider de revenir sur Terre et de combattre tous ensemble ou de récupérer toute l'équipe et repartir. Il n'est plus dans la conscience de ses erreurs, il n'est que dans celle des autres et ça, c'est donc la première étape, le déni. Sur cette première phase qui donc est assez courte malgré tout, puisqu'elle doit prendre à peu près une demi heure de film, je trouve que l'ensemble a été bien amené, très peu d'humour, il y en a une petite blague sur Rocket, mais globalement très peu d'humour. C'est un passage qui montre vraiment la détresse de chaque personnage et ça, c'est vraiment très, très, très bien amené de la part, de Marvel Studios qui a vraiment appuyé sur un Iron Man qui n'en peut plus, qui en finit même par remettre son réacteur, dans les mains de Captain America. Donc voilà, très, très bonne, très, très bon passage et on va pouvoir donc attaquer la deuxième partie qui est donc la colère et qui sera incarnée par Thor. Il n'est pas à douter qu'ils ont tous de la colère après les mots terribles d'Iron Man. Celui-ci s'effondre, Banner lui file un sédatif et pour le coup, on enchaîne sur une discussion entre tous les Avengers qui décident, de vouloir passer à l'action, de retrouver Thanos. S'ensuit donc des explications sur comment le retrouver, ce n'est pas forcément le plus important. Ils ont donc, réussi à localiser Thanos et Captain Marvel explique que, elle soignera Tony Stark en revenant, heu, avec un remède. Donc tout le monde lui demande: «Mais revenir d'où?» Elle part donc tuer Thanos. Tout s'explique que, c'est également leur problème et qu'elle souhaite donc, venir, hein, enfin ils souhaitent tous venir avec elle, heu, ce qu'ils acceptent. Et c'est là, en fait, où on ressent vraiment la colère de Thor. C'est, Thor veut en découdre. Thor veut terminer ce qu'il a commencé. Il considère que, la façon dont s'est déroulé son combat sur Terre avec Thanos est inachevé. Il n'a pas réussi à accomplir sa tâche et donc est obsédé par terminer celle-ci. Ils arrivent donc sur la planète de Thanos. Celui-ci a été, grièvement blessé puisqu'il a utilisé le pouvoir des gemmes pour se détruire entre elles, alors que les Avengers, eux, souhaitaient les pierres, d'infinité pour refaire un claquement de doigts et récupérer du coup les personnes qui ont été, transformées en poussière. Sauf que, eh bien, Thanos a détruit au péril d'une partie de son corps, a détruit du coup les gemmes d'infinité. Il y a une petite bagarre entre les Avengers et lui, qui se conclut par un tranchage de bras de la part, de Thor avec son Stormbreaker sur Thanos et une petite discussion donc explicative. Le fait est que, alors que, il y avait sans doute des informations à obtenir, des éléments, là, lorsque Thanos prononce les termes: «Je suis devenu inéluctable», Thor lui tranche la tête avec Stormbreaker. Tout le monde lui dit: «Non, mais pourquoi t'as fait ça?» et cetera. Parce que tous avaient sans doute des infos à souhaiter de la part de Thanos ou et cetera et puis surtout, ils ont tué quelqu'un qui est désarmé, chose que ne font pas normalement les Avengers, hein, ils mettent plutôt en prison, dans le raft ou en plein de choses, mais là, la colère était vraiment trop grande et bien que cette scène soit courte et que ça représente, tout ce qu'il y a de plus colérique dans le film, de plus haineux dans le film, clairement, ce passage, c'est la folie furieuse de Thor qui s'accomplit et même quand il tranche la tête, on le sent qu'il a un goût d'inachevé. On sent que, ça n le fait de tuer Thanos n'a pas répondu
aux attentes, en fait, de son cœur, quant à sauver tout le monde. Donc c'est vraiment alors là, pour le coup, c'est vraiment une scène qui est très courte, mais qui est vraiment absolument essentielle puisque c'est ça qui va déterminer la psychologie de ce personnage et vous savez à quel point, Thor est important dans le MCU. C'est donc voilà, c'est l'une des phases clés. Au bout de entre 30 et 45 minutes de film, on tue Thanos. On tue Thanos. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'une des scènes les plus clés, les plus couillues qu'ont pu faire le MCU. C'est-à-dire punir, le méchant dès le début du film. Thanos est mort, il s'est fait trancher la tête, l'histoire normalement, elle est bouclée. Tout le monde rentre sur terre et on part sur une ellipse de 5 ans et via cette ellipse, on rentre donc dans la troisième phase, le marchandage, la négociation. Et celle-ci sera représentée par les 2 personnages, Hawkeye et Black Widow. Comme je vous le disais, donc une ellipse de 5 ans et on découvre du coup un monde qui, sans surprise, est assez dévasté. On voit Captain America s'occuper d'un groupe de parole et pour le coup, bon, pas beaucoup d'informations si ce n'est, voilà, de voir que, personne n'abandonne, mais ils n'ont pas le choix, en fait. Ils n'ont pas le choix d'avancer. Et là, petite scène rigolote, c'est-à-dire que, tout le film va dépendre de cette action et c'est assez anodin puisqu'on se retrouve, alors il me semble c'est à Philadelphie, non San Francisco, pardon et dans un parc de stockage, d'affaires, un rat qui monte sur une machine et qui déclenche en fait, dans la camionnette, le portail quantique qui permet de faire revenir Ant-Man. C'est un rat qui sauve qui sauve potentiellement l'univers. Oui. Donc Ant-Man, du coup, se demande qu'est-ce qui se passe, il découvre les des stèles où il y a le nom de tous les disparus. Il se dit: «Non, je ne» enfin voilà, il est inquiet pour sa fille. Il veut savoir si sa fille a disparu et il s'avère que, non, mais par contre, il voit son nom. Donc il se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'où?» Donc il rentre très vite chez lui, découvre que sa fille a grandi et du coup comprend la situation. Il va chez, au bureau des Avengers, où on apprend donc, qu'ils continuent tous à faire des missions et à faire des rapports. Sauf qu'après 5 ans, ils se rendent compte que ça sert pas à grand chose, notamment Captain Marvel qui a du coup d'autres problèmes puisque ce qui le claquement de doigts n'a pas affecté que la Terre, mais affecté tout l'univers. Donc son rôle à elle est d'aider tout le monde. Donc elle explique qu'elle ne reviendra pas avant un long moment s'il n'y a pas besoin et surtout, Black Widow qui s'occupe, hein, maintenant des Avengers ou du moins ce qu'il en reste, explique que le signal, en fait, qui leur permet de communiquer restera toujours ouvert si besoin est. Là, on apprend Rod, donc War Machine explique, une fois que tout le monde est parti, via son hologramme, explique que, Clint Barton, donc Hawkeye, est en train de défoncer des mafieux, mais pas en mode, gentil, hein. Il est en train de leur faire gicler le sang par tous les pores de leur peau. Et ça voilà, ça blesse énormément, Black Widow, donc Natasha Romanoff, ça la blesse énormément et pour le coup, Captain America arrive pour essayer de la réconforter, petite blague, petite discussion, trait d'humour et on se rend compte qu'il y a un message à l'entrée et c'est Scott Lang qui est en train de dire: «Mais, s'il vous plaît, souvenez-vous, je suis Ant-Man, je suis le mec qui était devenu super grand, est-ce que vous pourriez me faire rentrer?» Et en fait, de là va partir l'idée, du voyage dans le temps parce que Scott Lang explique que pendant ces 5 ans, pour lui, dans le monde quantique, s'est passé 5 heures. Alors, on va faire une petite digression parce que, autant ce point est intéressant, autant ce point me pose un gros problème puisqu'il n'est pas cohérent. Pourquoi il n'est pas cohérent? En fait, dans Ant-Man et la guêpe, la mère de Hope, donc la 1re guêpe, passe à peu près 30 ans.
dans le monde quantique et elle vieillit dans le monde quantique. Scott Lang, pardon, Scott Lang a passé 5 ans dans le monde quantique et pour lui, ça lui a paru 5 heures. Et c'est là où me pose le problème, c'est qu'il y en a une qui a passé 30 ans et qui a vieilli comme si elle avait passé 30 ans. Et là, du coup, si elle a vraiment passé 30 ans et pas 30 heures dedans, ça lui donne l'impression de 30 heures, ça veut dire que sur Terre, c'est passé 282 600 années. Et là, du coup, sa fille, son mari, enfin, tout le monde est mort. Ou alors, heu, Scott Lang, il se rend pas compte et le vieillissement est différent, dedans, mais globalement, enfin, pour moi, c'est une grosse incohérence. Voilà, l'explication du: «Il s'est passé 5 ans, pour moi, c'est 5 heures». Voilà, ça ne colle pas à cause de Ant-Man et la guêpe. Fin de la digression, c'était une petite aparté. Bref, il explique que, ouais, il devrait peut-être y avoir possibilité de voyager dans le temps, heu et du coup, de récupérer les pierres, avant le claquement de doigts de Thanos. Et là, on rentre dans la première négociation, puisqu'ils se disent que, ils n'ont pas la possibilité de faire ça entre eux, hein. Rappelons qu'à ce moment-là, il n'y a que Captain America, Ant-Man et Black Widow. Ils décident donc d'aller voir Tony Stark. Et là, on voit un Tony Stark, mais qui fait plaisir à voir, un Tony Stark qui a enfin ce qu'il veut, c'est-à-dire un Tony Stark qui a une famille, a une fille, Morgan Stark, dans une petite maison, enfin petite, voilà, heu, compris, mais dans une maison, à la campagne, au bord de l'eau. Tout ce qui pouvait permettre à Tony Stark de l'apaiser, de lui faire quitter justement cette phase de colère, de déni, de tout ce que vous voulez. Il est vraiment, à ce moment-là, du film, je pense, le mieux dans sa vie de tout ce qu'on a vu dans les Iron Man, dans les Avengers, dans et cetera. Voilà, c'est le Tony Stark le plus accompli qu'on ait pu voir. En passant, du coup, l'actrice qui, la petite fille qui joue Morgane, est est trop mignonne et du coup ressemble beaucoup à Robert Downey Jr., dans les traits, je trouve. C'est assez, c'est assez chou de les voir ensemble. Pour le coup donc, les 3 nouveaux Avengers arrivent et essayent de convaincre Tony que le voyage dans le temps serait possible et donc du coup de pouvoir récupérer tout le monde. Tony étale sa science, les écrase tous en leur expliquant, voilà, différents théorèmes, en disant que ce n'était pas possible et que, ce n'est pas qu'il ne peut pas les aider, c'est pire que ça, c'est qu'il ne veut pas les aider. Pour lui, il a trouvé donc, son royaume de paix et que c voilà, il n'y aurait rien de plus que ça maintenant et qu'il avait déjà de la chance d'avoir pu, garder Pepper et du coup de fonder cette famille. Deuxième négociation, ils ne se démontent pas, ils expliquent, donc Captain America explique qu'ils vont avoir besoin d'une grosse tête. Ant-Man répond: «Plus grosse que celle de ce type-là» et effectivement, ils vont voir un personnage qui m'a fait énormément plaisir à voir, c'est Professeur Hulk. Professeur Hulk, c'est donc Banner qui utilise son cerveau dans le corps de Hulk et c'est juste génial à voir. C'était quelque chose qui était tellement, 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 tellement attendu, mais vraiment, hem, voilà, le professeur Hulk, c'est mythique, vraiment, c'était juste génial. Donc il explique que lui n'est pas assez bon pour faire ça et pourtant, ils vont réussir à le convaincre de participer à l'expérience. Donc les expériences se mettent en place, ils font un premier voyage dans le temps, faisant donc, dans un premier temps rajeunir, Scott Lang, puis vieillir, puis le transformer en bébé et enfin ils arrivent à le faire revenir à l'âge normal. Tony Stark de son côté donc, interpellé quand même par la demande de ses coéquipiers, de ses ex-coéquipiers plutôt, a trouvé une solution pour en fait, heu, synchroniser le voyage dans le temps. Pour expliquer, quand il arrive donc à la base des Avengers, il dit: «J'ai créé la première balise GPS temporelle». Voilà, en fait, c'est ce qui leur permet de pouvoir naviguer dans le temps
sans se perdre et sans importer le temps dans le corps de la personne, mais plutôt importer la personne dans le temps. Il décide donc de former, à nouveau toute l'équipe, du moins toute l'équipe restante et ça implique donc, que nous avons, besoin de l'intégralité des Avengers restants, donc il faut aller les chercher. On va suivre, Hulk dans cette phase de recherche, Hulk et Rocket qui vont aller chercher donc dans un premier temps Thor. Thor qui pour le coup a été alors je pensais au début que c'était une private joke qui était fait à DC, mais Thor qui a été assez maltraité, puisqu'on le retrouve dans la nouvelle Asgard, nouvelle Asgard qui se trouve donc sur terre, hein, c'est un port de pêche, qui ressemble à 2 gouttes d'eau au port de pêche d'Aquaman. Et là, on retrouve un Thor avec, la même coupe de cheveux qu'Aquaman. En blond, bien sûr, mais la même coupe de par contre, il est aussi alcoolique que lui, il y a pas de souci, mais comme tout homme, quand tu consommes de la bière, tu récupères un gros bidon et ben là, ils l'ont pas loupé. Mais vraiment pas loupé du tout. Alors autant, on ne voit pas en fait, hein, dans le film que c'est faux, son ventre, son truc et cetera. Ça m'étonnerait que l'acteur se soit transformé comme ça, surtout qu'il avait un rôle pour Men in Black, le reboot de Men in Black. Ça m'étonnerait, voilà, donc je pense que c'est vraiment un effet, des effets spéciaux qui sont faits pour son ventre et je dois dire que, autant voilà, la private joke en disant: «Bah, nous, notre héros, il boit de l'alcool et du coup, il est comme tout le monde, coucou d'ici, vous êtes pas réaliste avec votre Aquaman». Autant, je vous le dis tout de suite, cette blague perdure tout au long du film et traiter comme ça Thor, notamment, bah, un peu plus tard, hein, quand je vais vous en parler, puisque ça sera toujours dans cette phase, de négociation, que ça va se passer, eh bien, je m'attendais à ce qu'il récupère la ligne, en fait et non, pas du tout, pas du tout. Ses pouvoirs de Dieu ne ne lui permettent pas. Peut voler, vivre 1 500 ans, mais s'il y a de l'électricité dans son corps, mais enfin bref. Donc c'est un Thor qui, du coup, bah, explique qu'il n'est pas du tout dévasté, que tout va bien, qu'il est heureux et cetera. Mais dès qu'on prononce le nom Thanos, le gars pète un plomb et il refuse de venir les aider. Il vient uniquement parce que Rocket lui dit qu'il a de la bière dans son vaisseau. Voilà où en est le personnage de Thor à ce passage du film. Ils appellent donc également, Nebula, Rocket, War Machine, donc tout le monde arrive. Ils expliquent le plan. Il y a une petite scène également où on voit Natasha, aller chercher, Hawkeye, donc on va plutôt le ce n'est plus Hawkeye. En fait, c'est Clint Barton, mais sous une nouvelle identité qui n'a pas été nommée, hein, mais que les fans de comics connaissent sous le nom de Ronin ou Ronin. Et pour le coup, Hawkeye, bah, il défonce comme ça, hein. Clint Barton, il défonce des yakuza, par paquet de 12 déjà visiblement et c'était plutôt impressionnant. Et là, c'était le second marchandage puisque enfin, c'était même le troisième puisqu'il y a eu un marchandage avec Thor. Le troisième marchandage, c'est donc faire venir Clint Barton qui lui, en fait, heu, parce qu'il ne comprend pas, en fait, ce n'est pas juste pour lui, sa famille qui était droite, qui était honnête, qui était dans les règles, ont disparu via le snap, via le claquement de doigts et par contre, il reste des yakuza, il reste des trucs comme ça. Donc lui décide de se dire: «Je ne laisserai en fait que les gens bons vivre». Les jambons en 2 mots, voilà et pour le coup, donc ça, c'est la troisième négociation, Natasha qui fait revenir en fait, Clint dans ce système. C'est lui qui va expérimenter le voyage temporel pour la première fois. Il confirme donc que ça marche, excusez-moi et il décide donc de former une équipe. Enfin 3 équipes pour le coup, chaque équipe étant censée récupérer les pierres du temps, enfin les pierres du temps, les pierres de l'infini, excusez-moi, encore une fois. Et donc petit brainstorming pour savoir où se trouve, puisque maintenant ils savent comment y aller, ils doivent décider comment récupérer en fait, où récupérer ces pierres de l'infini.
Par quel moyen? Puisque, c'est un retour dans le passé, mais c'est pas parce qu'on a vécu ce passé que tout va se passer, comme on le souhaiterait. Je vous confirme qu'effectivement ce n'est pas le cas. Alors, dans les équipes, nous avons pour la visite de la Terre en 2012, Captain America, Iron Man, Ant-Man et Professeur Hulk. Donc sur cette phase, nous avons, la gemme de l'espace avec le Tesseract. Nous avons la gemme, de l'esprit dans le bâton de Loki. Nous avons également, la gemme, du temps qui est donc aux mains, pour eux, ils pensent du sorcier suprême, heu, Stephen Strange. Mais en fait, elle est aux mains de, la maîtresse des sorciers suprêmes. Celle qui a fait devenir, Stephen Strange, ce qu'il est. Dans la deuxième équipe, nous avons, du coup, Rocket et Thor qui vont visiter Asgard au moment de l'attaque des elfes noirs pour récupérer donc la pierre de la pierre rouge. Alors je sais plus, enfin bref, je le mettrai au-dessus en nom. Et puis nous avons également donc en troisième et dernière équipe, Nebula avec, War Machine qui vont aller, eux, sur Morag pour récupérer, heu, la pierre, enfin la gemme violette. Et nous avons également donc Clint Barton et Natasha Romanoff, donc Black Widow, qui vont aller chercher la pierre de l'âme, heu, là où avait fait le Thanos, le sacrifice de sa fille. On suit donc les aventures, dans un premier temps, de la première équipe. Professeur Hulk va aller négocier pour récupérer la gemme du temps. C'est compliqué, mais il finit par l'avoir en expliquant que, Doctor Strange, du coup, avait donné de son plein gré la gemme du temps, à Thanos. Donc, et bien, la sorceleuse suprême décide de lui confier la pierre, après une petite discussion, et puis un Hulk malmené. Et nous avons également donc Ant-Man, Captain America et Iron Man qui décident donc d'aller choper les 2 autres pierres. Il y en a une qui est récupérée malgré un combat très rigolo entre 2 Steve Rogers. Heu, Ils arrivent à récupérer sans trop de difficulté le sceptre de Loki. Par contre, le Tesseract, après moult passages un petit peu biscornus, rigolos, voilà. Là, c'était de l'humour placé à l'état brut. Ils perdent le Tesseract qui est récupéré par Loki. Deuxième petite digression, Loki récupère le Tesseract et disparaît. Nous avons donc un Loki qui est dans la timeline officielle et qui n'est pas mort. Voilà. Ils se retrouvent tous, sachant que, Professeur Hulk a obtenu une information, c'est-à-dire que s'il manque une gemme d'infini dans la timeline, cela en crée une deuxième. Donc, Hulk propose à la sorceleuse suprême qu'une fois que leur réalité est sauvée, une fois le claquement de doigts inversé, ils réutilisent le même système pour redonner les pierres d'infinité là où ils les ont pris, au moment où ils les ont pris. Comme ça efface intégralement l'action qui s'est produite. Sauf que le Tesseract est manquant et ils n'ont suffisamment de particules PIM pour voyager, uniquement pour faire le retour. Captain America et Tony Stark décident de remonter dans les années 70, le 4 juillet 1970, c'est pas très compliqué, c'est leur fête nationale, et vont voler le Tesseract qui se trouve aux mains du Shield et vont voler également des particules PIM puisque là-bas, il y a donc Hank Pym qui y travaillait. Ils y arrivent, scène émouvante entre Tony Stark et son père puisqu'il rencontre son père. Scène également où on voit que, Captain America croise sa copine de l'époque, hein, Peggy Carter, et ils récupèrent tous les 2 la pierre plus les fioles et donc font machine arrière et retournent dans leur époque.
On va partir sur Thor et Rocket Raccoon. Négociation cette fois-ci entre Thor et Rocket, puisque Thor, eh bien, est devenu en prime lâche. Il n'est pas capable de se présenter devant Jane pour pouvoir soutirer l'éther qui est dans son corps, qui est donc la gemme, hein. Et pour le coup, après une rencontre presque salvatrice avec sa mère, Thor récupère Mjolnir. Raccoon fait le nécessaire, mais globalement, ils ne sont pas en grande c'est pas une grosse difficulté. C'est plus pour remettre cette scène sert plus à remettre Thor dans le droit chemin, en fait. Voilà. Thor qui était en perdition, récupère Mjolnir, puisqu'à cette époque-là, il n'est pas détruit et se dit: «C'est super, j'en suis digne encore». Donc voilà, il était persuadé de ne plus être digne de ça, sachant qu'il n'a pas reporté le Stormbreaker et qu'il fonctionne sans doute de la même façon. Peut-être pas d'ailleurs, mais en tous les cas, Mjolnir, il en est digne et ça, voilà, ça redonne de la confiance au personnage. On va sur la troisième équipe. On commence donc par Nebula avec War Machine qui attendent donc que Peter Quill, récupère la gemme, ou en tout cas leur indique où elle se trouve, sachant que c'est le Peter Quill donc du film des Gardiens de la Galaxie, hein, du premier. Et là arrive problématique, c'est qu'il y a donc 2 Nebula dans le même temps et donc les souvenirs de la Nebula, la nôtre, donc du futur, sont transférés dans la Nebula du passé, donc de leur présent. Et du coup, Thanos apprend l'existence, d'une équipe qui est en train de réunir les pierres. Il apprend que, dans le futur, il a réussi son plan. Il apprend que le voyage temporel est possible et là, ça enfin, on sait que là, ça va devenir compliqué. On sait. Malgré tout, ils arrivent donc à récupérer la gemme violette qui est la gemme du pouvoir, si je dis pas de bêtises du coup et eh bien, petit fait, rigolo, c'est que, la gemme rouge, c'était la gemme de réalité, pardon. Et voilà, la gemme du pouvoir du coup, lui, est récupérée. Au moment de se téléporter, eh bien, War Machine réussit, mais Nebula se fait pirater. Elle comprend que Thanos est au courant. Elle essaye de prévenir du coup, les 2 autres, hein. Elle essaye de prévenir, Clint Barton et Nebula et Black Widow, excusez-moi. Et c'est pour vous dire, un passage un peu malaisant parce que, pour moi, il y avait juste à utiliser, en fait, le retour. Elle avait juste à utiliser son retour et puis à retourner, dans le temps et c'était bouclé. Là, elle se fait capturer, en fait, par Thanos. Donc elle n'a pas utilisé sa charge de particules PIM et elle fournit donc la possibilité à Thanos de remonter dans le temps. On va basculer sur la deuxième moitié de cette équipe, puisqu'ils se sont divisés en 2 et ils sont partis chercher la pierre de l'âme. On a Black Widow et Hawkeye qui se retrouvent en difficulté puisque, Crâne Rouge leur explique que si il y en a pas un des 2 qui se sacrifie, ils n'auront jamais la pierre. Discussion, petit combat, ça saute tous les 2 dans le vide, mais pour le coup, négociation oblige, c'est Black Widow qui meurt. C'est Black Widow qui meurt. Je vais presque dire sans surprise parce que, même si Marvel parlait d'un film Black Widow, ça serait sur, la genèse de Black Widow, éventuellement, puisqu'à chaque fois il parle de Budapest ou autre. Mais on le sait, qu'il va y avoir une série sur Clint Barton, sur éventuellement lui qui va transmettre, le Hawkeye qu'il était à sa fille. Donc pour moi, c'était une meuf même si c'était bien fait, c'est un semi-échec parce que trop de spoil tue le spoil, en fait. On a déjà trop d'avance. Comme pour Loki. Loki, quand il récupère le Tesseract, je me dis: «OK, c'est bon, c'est pour la série sur Loki». Et là, c'est exactement le même problème. Cette scène qui devait être émouvante, qui devait être poignante et cetera, déjà, c'est un copier-coller de la scène avec, Thanos et Gamora, donc forcément, bah, ça peut être un petit peu lourd, même si c'est pas présenté de la même façon. Le final reste le même, donc
je sais pas comment ça aurait pu être présenté différemment, mais voilà, là, ce qui m'a vraiment gêné, c'était le spoil sur la série, sur Hawkeye et du coup, je savais à l'avance quand j'ai vu ça arriver, je savais que c'était Black Widow qui allait mourir. Mais malgré tout, là, c'est donc la dernière négociation. Tout le monde retourne dans le présent, sauf bien sûr Black Widow qui est morte. Et petit point intéressant, celle également qui retourne, la Nebula qui retourne dans le présent, c'est la Nebula du passé qui a juste collé une partie métallique de son double pour lui faire croire que c'était elle. Pour le coup, c'est la fin de cette troisième partie qui était particulièrement longue. Elle a duré 1h30. Donc si on suit le décompte, ça fait 2h15 de film. Il reste donc 45 minutes. Cette partie de récupération des gemmes est vraiment très très... enfin, c'est la partie la plus longue du film, pas la moins intéressante, puisque tout le film se découpe particulièrement bien. Mais voilà, c'était une phase très, 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 très importante. Ils ont mis 11 ans à récupérer, les gemmes. Là, ils l'ont fait en 1 minute parce que rappelons que tout ce qui se passe dans le passé, quand ils reviennent, il ne s'est passé qu'1 minute dans le présent. Donc voilà, en 1 minute, ils ont réussi à récupérer toutes les gemmes. Dernière négociation quand même, Tony Stark crée, ou plutôt, je ne sais pas s'il crée ou s'il récupère le point du Hulk Buster et qu'il le modifie, mais le fait est que un gant immense accueille les gemmes de l'infini. Et dernière négociation, quant à savoir qui va prendre le gant et faire le claquement de doigts, et bien pour le coup, ça sera Hulk, puisque il y a des émissions gamma au niveau du gant. C'est donc lui qui est le plus à même de le faire, malgré le fait que Thor était très intéressé pour cette mission. Sur cette phase, donc se termine, la négociation, termine donc, tout ce qui peut se tout ce qui peut être lié en fait, à la récupération des gemmes. Le claquement de doigts se fait. Clint reçoit un appel de sa femme et c'est sur cette action qu'on va passer à la quatrième partie qui sera représentée par Stephen Strange, donc la douleur. Pendant que les Avengers font le claquement de doigts, la Nebula du passé utilise la machine et fait venir Thanos ainsi que son vaisseau et toute son armée dans notre temps présent. Et là commence la vraie, vraie, vraie bataille. Sans doute la plus cool que j'ai pu voir de toute ma vie au cinéma, dans un film. Vraiment. Le Seigneur des Anneaux, les batailles du Seigneur des Anneaux, les batailles de Star Wars, il n'y a rien qu'à surpasser cette bataille. Thanos envoie donc des missiles et réduit en cendres l'intégralité du QG des Avengers. Le gant de l'infini, enfin le gant de l'infini, le l'iron, gauntlet, de Tony Stark avec les gemmes dedans, se retrouve, dans le sous-sol à côté de Clint, qui va devoir s'échapper parce qu'il y a les petits monstres du 3, qui essayent de le récupérer. Et s'ensuit une bataille 3v1 entre Thanos contre Hulk, non contre Hulk, n'importe quoi, contre Iron Man, contre Thor, contre Captain America. Là, je vais pas vous mentir, il y a une petite scène ultra badass de la part de Thor et c'est là où je m'attendais en fait, où Thor allait peut-être redevenir maigre parce qu'il redevenait un dieu, mais il appelle Mjolnir et il appelle Stormbreaker et il manie les 2. Et pour moi, cette scène-là, elle était vraiment, importante. C'était ramener le personnage tel qu'il était et en fait pas du tout, pas du tout. Le mec, ils lui font juste parce qu'il a une énorme barbe, ils lui font juste une barbe tressée. Il a toujours son gros bidon et cetera. Enfin voilà, moi c'est vraiment un passage qui m'a posé un petit peu problème sur Thor. Mais voilà, une bataille entre les 3. Thor commence enfin Iron Man est le premier à être mis KO. Thor commence à être en difficulté. Il est sur le point de se faire embrocher par Stormbreaker et là, petite scène tout à fait sympathique,
Thanos prend un coup de marteau et le marteau revient dans les mains de Steve Rogers. Captain America est devenu digne d'utiliser Mjolnir. Là, ça devient un 1v1 entre Captain America et Thanos. Thanos prend le dessus, est en train d'éclater le bouclier, il y a pas mieux à dire, il a cassé en 2 le bouclier de Captain America. Et alors que, il a du mal à se relever, qu'il est là, pour le coup, il est vraiment en énorme difficulté et souffre terriblement, il entend la voix de Sam dans son écouteur lui disant, «Tu là? Regarde sur la gauche». On voit un cercle des sorciers et sort Okoye, la sœur de Black Panther et Black Panther. Et là, 5, 6, 7, 10, 15, 20, il y a des il y a des dizaines et des dizaines de cercles de sorciers qui ouvrent et tous arrivent. Que ça soit les Asgardiens, que ça soit les gardiens, que ça soit, le peuple du Wakanda. Tous arrivent pour combattre. Tous les héros qui ont ressuscité, Spider-Man, Doctor Strange, Drax, Mantis, hem, le Soldat de l'Hiver, tous reviennent pour la bataille contre Thanos. Parce que Thanos a fait venir l'intégralité de son armée sur Terre et du coup, bah, grosse baston. Alors, se passe plein de choses, voilà, on voit par exemple du Pepper Potts dans son armure, on voit vraiment énormément de clins d'œil, énormément de choses très importantes. Je ne vais pas vous raconter en détail, la bataille puisque ça n'aurait pas grand intérêt, mais parmi les choses, voilà, qui ont été très positives ou très négatives, alors moi, ça ne m'a pas posé problème, mais en y discutant avec des amis, il y a une scène qui, eux, les ont un peu choqués. C'est une scène où en fait, Captain Marvel récupère le gant de l'infini et doit protéger en fait le gant et elle demande, «Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Peter Parker?» parce que lui, il est en PLS, il est en train de se faire éclater la tête. Et l'autre il dit: «Mais voilà, je sais pas ce que vous pourrez faire» et là, en fait, il y a toutes les super héroïnes qui débarquent, mais toutes sans exception. Moi, j'ai pris la scène pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une scène un petit peu badass. Après, moi, mes potes m'ont dit: «Mais ce qui me pose problème, c'est pourquoi faire ça, en fait, à des humains?» Enfin, pas des humains, mais à des femmes. En fait, fallait juste les montrer combattre avec tout le monde. Dans les autres scènes, effectivement, on les voit assez peu. On voit beaucoup plus, des Thor, des Hulk, des Sam, le faucon, mais on voit moins les femmes et en fait, on leur donne leur scène à elles. Alors que je comprends l'argument, en fait, on ne devrait pas leur donner leur scène, on devrait les inclure dans toutes les scènes. Bon, au moins, elles sont présentes dans le film, elles n'ont pas été oubliées, il y a une scène quand même particulièrement badass avec elles. Moi, ça ne me gêne pas, mais je comprends que cette scène ait posé problème pour, les vrais gros féministes. Heu et c'est là où, en fait, la douleur de Doctor Strange arrive parce que, Doctor Strange, il y a Tony Stark qui lui demande, «Est-ce que c'est comme ça que, doit se passer la seule chance sur les 14 millions que vous avez vus?» Et Doctor Strange lui dit: «Écoute, si je te dis comment doit se passer, cette chance, elle ne se passera pas». Et à un moment donné, Thanos récupère finalement le gant, met sa main dedans. Stephen Strange donc regarde Tony, lève le doigt en lui disant: «C'est maintenant, c'est maintenant que la seule chance se passe» et clairement, cette scène est juste grandiose. Cette scène est juste grandiose. Bagarre entre Tony Stark et Thanos. Thanos prend le dessus, ou du moins c'est ce qu'il pense, fait un claquement de doigts et rien ne se passe. Et au moment où il fait le claquement de doigts, il fait ce que son ancien, lui, qui est mort au début du film, dit. Il dit: «Je suis devenu inéluctable». Il fait le claquement de doigts, rien ne se passe. Et là, Tony Stark a toutes les pierres sur son armure au niveau de son gant et dit: «Moi, je suis Iron Man». Claquement de doigts, l'armée de Thanos s'évapore, Thanos également. Mais et c'est pour ça que c'est la douleur de Stephen Strange, de Doctor Strange, c'est sa douleur parce que
Parce que lui sait et lui doit porter ça. Tout s'est passé comme il l'a vu, tout s'est passé comme il l'a mis en place et du coup, c'est pour moi la douleur de Doctor Strange. Alors, vous allez me dire, c'est la douleur également des autres personnages, puisque finalement, suite à ce claquement de doigts, Tony Stark n'étant qu'un humain, n'ayant pas la constitution d'un Hulk ou d'un Thanos, euh, voilà, il décède sous les mots de Pepper Potts qui lui dit repose-toi maintenant, Tony. Et Tony décède. Pour moi, bien sûr, c'est la douleur de Pepper Potts, c'est la douleur de tous, mais c'est la douleur de Doctor Strange qui a dû prendre les décisions pour en arriver là. Pour en arriver là. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de dingue, voilà, ce qui s'est passé dans ce film. Par cette scène du décès de Tony Stark, on conclut donc la 4e partie, la douleur, qui était représentée donc par Doctor Strange, et on termine par l'acceptation, la 5e phase, qui est représentée donc par Captain America, par tous les Avengers, et pour ainsi dire, par nous tous, spectateurs. Et tout de suite pour la 5e partie. L'acceptation, c'était peut-être la phase la plus difficile à regarder dans le film parce parce qu'on savait que ce dernier quart d'heure, ces dernières 20 minutes, allaient être éprouvant pour le spectateur, dans le sens où c'est la fin en fait, hein. On clôture 11 ans de film avec ça et on commence par l'enterrement d'Iron Man. L'enterrement d'Iron Man où tout le monde est présent, chaque proche, bien sûr sa femme, sa fille, mais vraiment tout le monde. Happy, hein, qui est joué par Jon Favreau, qui est donc le réalisateur d'Iron Man 1, 2, 3. Donc l'importance quand même du personnage. Tout le monde est vraiment présent. Et d'ailleurs, si vous avez la possibilité de me répondre à cette question, je suis très curieux. Il y a un enfant en arrière-plan. Juste avant de passer sur Nick Fury et Captain Marvel, il y a un enfant qu'on voit et je ne sais pas qui c'est. Voilà, donc si vous êtes capable de me le dire, bah, ça sera avec grand plaisir, parce que moi, c'est la seule question qui me reste en suspens dans ce film. Mais l'enterrement, on voit que la fille de Tony Stark comprend, en fait, hein, petite discussion entre Happy et elle. On voit également, donc c'est la première acceptation, on voit également que il y a l'acceptation du départ, voilà, de Black Widow et de Vision, quand les deux protagonistes, Hawkeye et la sorcière rouge, disent voilà, enfin, Hawkeye explique qu'il aimerait que Natasha soit au courant, ils ont réussi, et la sorcière rouge répond je suis sûr qu'ils le savent tous les deux. Donc on comprend qu'elle parle de Vision. Donc c'est l'acceptation des morts, c'est l'acceptation de tout ce qui se passe. Sachant qu'ils ont tout de même réussi leur mission. C'est un lourd tribut pour eux. Infime pour l'humanité, mais un lourd tribut pour eux. On retrouve du coup Captain America avec Hulk, avec Sam et avec le soldat d'hiver. Et ils expliquent qu'ils doivent retourner, ils doivent envoyer Captain America dans le temps pour ramener précisément à la minute près les pierres, enfin à la minute près, dans le laps de temps assez proche, les pierres d'infinité au moment où ils les ont prises pour, comment dire, pour réparer, pour pas qu'il n'y ait de timeline parallèle et ne pas créer de soucis tout simplement à cette nouvelle timeline. Donc en fait, s'ils ramènent les pierres, le cours ne reprend que son flux unique. Donc Captain America fait un petit discours à Sam, aux soldats de l'hiver, à Bucky, et s'en va. 10 secondes après, il est censé revenir, sauf que ça ne marche pas. Le traceur temporel indique qu'il est revenu, mais il n'est pas revenu dans la machine. On voit au loin, Sam et Bucky voient au loin un vieillard sur un banc. Sam y va, c'est Captain America qui doit avoir à peu près 110 ans.
et qui explique à Bucky, non, non, qui explique à Sam qu'il a profité de la vie que, heu, Iron Man, que Tony Stark lui avait demandé, en fait. Il a profité de cette vie-là parce que le Tesseract, il l'a récupéré dans les années 70 et du coup, il a revu Peggy, il a revu il voilà. C'est pour moi, heu, l'acceptation pour Captain America, mais pas lui, c'est l'acceptation de son destin, en fait, de ce qu'il aurait dû être et nous, c'est l'acceptation du départ parce que là, c'est pas un départ forcé comme Tony Stark. C'est l'acceptation par cette scène du départ de Steve Rogers en Captain America. Steve Rogers donne le bouclier à Sam, sous l'approbation de Bucky qui fait un signe de tête et cetera et là, c'est vraiment une scène qui est également poignante, tout comme l'enterrement de Tony Stark, tout comme mais voilà, c'est vraiment très poignant parce que c'est lui qui a décidé et on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette timeline, puisque c'est la même que la nôtre, mais au final, au moment où il est censé revenir, il revient, mais ce n'est plus le même et il ne combat plus, il ne fait plus, il n'a pas combattu, et cetera. Il y avait déjà un Captain America à ce moment-là dans cette vie. Donc c'est vraiment l'importance en fait de cette chose. L'acceptation a été pour tous les Avengers le départ de Tony, mais pour nous, c'est le départ de Captain America. Voilà, il aurait pu être là, il ne l'est pas, on nous explique et ça se clôture sur les années 70 où on voit Captain America danser avec Peggy Carter dans la maison. Il n'y a pas il n'y avait pas possibilité de faire une fin plus, plus adaptée que ce qu'ils ont fait. Voilà, je pense que c'était difficile de faire un meilleur film qu'ils ont fait et tant bien même il y a une ou 2 erreurs scénaristiques, même s'il y a une ou 2 erreurs sur des plans ou des choses comme ça, d'un point de vue cinématographique, je suis sûr que des personnes comme Durandal, ou The Panda ou Fossoyeur ou n'importe qui l'expliqueront mieux, voilà les vraies erreurs, mais ce film, en tant que fan, mais tout simplement fan de cinéma, à examiner, tout ce qui s'ensuit, ce film a répondu pleinement et entièrement à mes attentes. Il a été parfaitement bien construit, il a été parfaitement bien pensé. Les scènes s'enchaînent, voilà, sans me dire je ne suis sorti du cinéma les 2 fois sans me dire: «J'ai passé 3 heures à voir ce film». Ultron a été plus long pour moi que ce film. C'est vraiment une immense réussite et je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller le voir. Je suis désolé, la vidéo est particulièrement longue, j'ai souvent cherché mes mots et cetera et je l'ai fait d'un trait. Mais pour le coup, c'était un vrai, 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 vrai plaisir de vous parler en fait de ce film et puis surtout de le présenter comme ça puisque, ça m'est venu à l'idée que en fait, les scènes du film représentaient chaque passage en fait, hem, de du deuil. Chaque phase du deuil et c'est pour nous aussi un deuil puisque c'est 11 ans de films de MCU qu'on enterre derrière nous. C'est d'ailleurs pour clôturer cette vidéo, pour vous le dire, si vous n'avez pas vu le film et que vous avez quand même souhaité vous faire spoiler et cetera, ne restez pas à la fin du film. C'est le premier Marvel où il n'y a aucune, aucune, aucune scène post-générique. Vraiment aucune. Donc vraiment, allez le voir, profitez, prenez-en plein les yeux, amusez-vous. Le film est drôle, le film est triste, gens qui rient, gens qui pleurent. Le film a des défauts, mais il est exceptionnel dans ce qu'il est. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt, à la prochaine, amusez-vous bien, allez voir des films, ciao.